On est lundi, c'est la rentrée, plus de carnaval, plus d'after, plus de vidées. C'est la rentrée et bienvenue sur Check One. Check One, c'est l'émission qui décrypte avec vous des sujets tech et entrepreneuriaux de Martinique et d'ailleurs. Alors, je suis avec Anthony. Comment ça va, mon ref? Ben ça va, mais bon, j'ai pas pu profiter du carnaval, tu vois. Ouais. Ça m'embête un peu. Oui, on a travaillé nous de notre côté. On s'est quand même un peu amusé, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, on va aborder un sujet assez particulier, puisque si vous étiez dans les routes Fort-de-France pendant le carnaval, pendant le vidé, vous avez remarqué qu'il y avait eu énormément de touristes en Martinique. Ce sont probablement des personnes qui ont préparé leurs vacances sur Internet. Et pour justement décrypter ce sujet tourisme tech, on accueille avec nous notre invité Robin Siméon. Comment ça va, Robin? Ça va super. Le carnaval tranquille, on voit une petite Ouais, neige. Ouais. Petite marque, elle est là, mais bon, le reste est parti. Donc on est neuf là. C'est Super. Eh bien, on démarre sur la partie décryptage. Alors peut-être que vous aussi, vous préparez déjà vos vacances en amont grâce à Internet. Ça a un nom, on appelle ça l'e-tourisme ou le tourisme tech. Alors Anthony, est-ce que tu peux nous définir vraiment ce terme-là? Ouais, alors le terme le plus souvent, enfin la définition la plus souvent utilisée, c'est que le tourisme digital fait référence à la façon dont nous utilisons des outils numériques pour organiser, gérer et même profiter de l'expérience de voyage. Alors Owen, tu as une plateforme, on y reviendra, qui est essentiellement basée sur le tourisme, mais est-ce que déjà toi en tant que professionnel, tu pourrais valider un petit peu cette définition? Oui, c'est ça. Pour moi, le tourisme tech, c'est vraiment le fait de pouvoir justement s'informer sur Internet en amont de la préparation de son voyage pour justement choisir une destination par rapport à des critères particuliers qui nous sont chers à chacun. Et c'est vrai que de nos jours, c'est vraiment partie intégrante de la préparation de son voyage, quoi. Alors justement, on va observer avec Anthony, comment expliquer cette montée en puissance du e-tourisme et comment les outils digitaux permettent de préparer ses vacances quand on est touriste. Alors tout à fait. On voit justement que 490 millions, c'est le nombre de visites cumulées en 2019 sur les plateformes Airbnb, Booking, Expedia et Hotel.com. 74%, et ce chiffre-là est très important, 74% des professionnels du tourisme se disent vouloir investir dans le marketing, mettre un budget dans le marketing digital, justement pour promouvoir leur plateforme digitale. Et enfin, 78% des touristes s'organisent. Alors on est plus maintenant en 2023 aux alentours de 80%. 80% donc, des touristes s'organisent sur Internet, organisent leurs vacances sur Internet. Robin, toi qui es un professionnel du tourisme, on peut le dire en Martinique, sur ce volet digital, est-ce que tu observes aussi cette montée en puissance sur le territoire en Martinique? Oui, clairement. C'est-à-dire que la clientèle qu'on attire, c'est des personnes qui sont en Europe, c'est des personnes qui sont en Amérique du Nord avec le Canada, les États-Unis. Et ces clients-là, en fait, ont l'habitude de voyager pas seulement en Martinique, ils vont aussi proche de leur lieu de résidence. Ce qui fait qu'ils ont l'habitude d'utiliser les outils qui ont été cités, Expedia, Airbnb, Hotel.com, TripAdvisor, etc. Et donc en Martinique, justement, il y a toujours un petit laps de temps avant que les choses justement s'installent en Martinique. Et c'est vrai qu'en Martinique, on commence à avoir ce genre de plateforme aussi en interne, localement. Ce qui fait que nous, clairement, nos chiffres augmentent progressivement petit à petit. Et surtout, c'est la reprise du tourisme après le Covid. Donc, ouais. Mais du coup, est-ce que ces plateformes-là sont réellement vos concurrentes ou est-ce qu'elles vous drive, elles vous aident à avoir de la demande? Sur la plupart des volets concurrents, nous on est sur les activités touristiques, donc pas Hotel.com parce qu'on ne vend pas de hôtel, Hotel.com c'est pas des activités, encore que de plus en plus ils commencent à se généraliser, à proposer de la location de voitures, des activités, etc. Mais certaines peuvent nous aider justement à avoir plus de clients parce que ça démocratise en fait la pratique et d'autres en fait ne nous font pas forcément d'ombre et donc du coup on vient plutôt en complément d'une plateforme qui permet de réserver un logement ou de réserver une voiture, etc. Est-ce que tu penses que les outils traditionnels anciennement utilisés pour promouvoir le tourisme en Martinique, je pense surtout aux offices du tourisme, quand on pense tourisme, on voit tout de suite l'office de chaque commune. Est-ce que tu penses qu'à terme, cette émergence sur le web va inévitablement, du coup,
rendre obsolète ce genre de pratique? Selon moi, c'est déjà le cas. Hein. Je n'ai pas les chiffres au niveau des offices de tourisme, mais je pense que c'est déjà le cas, que les offices de tourisme sont de moins en moins sollicités, parce qu'en effet, il y a de plus en plus d'informations, les gens sont de plus en plus autonomes sur Internet. Et à mon avis, oui, le but des offices de tourisme, c'est aussi de pouvoir structurer aussi leur information directement dans le digital, en ligne, quoi. Quand on est un professionnel du tourisme, hein, franchement, tout secteur confondu, comment justement utiliser ces outils numériques de façon efficace? En plus de s'inscrire sur Tourcrib, évidemment. Non, mais oui, l'idée, c'est d'être vraiment présent. Il faut être présent en ligne. L'utilisateur, enfin vos clients potentiels, les prospects qui vont être intéressés par une activité, un hébergement, une location de voiture, vont se renseigner de nos jours sur Internet, vont aller voir les avis clients. Ça, c'est la preuve sociale. Les gens s'informent systématiquement, moi je le fais constamment, s'informer vraiment des retours d'autres clients précédents qu'ont eu ces entreprises pour voir justement si, pour s'assurer qu'ils vont avoir un bon traitement, une bonne expérience avec cette entreprise. Donc c'est vraiment important d'être présent sur Google My Business, sur Google Maps, etc. et les différentes plateformes. Plus une entreprise est visible, plus potentiellement elle attire des clients, donc c'est bénéf. Justement, Tourcrib, du coup, va présenter des activités. Comment, justement, en termes de social proof, vous pouvez assurer ou avoir des retours, des feedbacks, justement, de ces 10 prestataires? C'est ça. Alors nous, avant d'ajouter un prestataire d'activité, un professionnel des loisirs touristiques sur la plateforme, on fait un check-up de son existant. Donc on va justement voir son Google, on va voir sa page Facebook, sa page Instagram, voir vraiment l'existant. Et ensuite, une fois qu'on a des clients qui réservent ces activités-là, régulièrement et en fait systématiquement, on demande à déposer un avis sur la plateforme, ce qui nous permet justement de traquer. Et même les clients nous contactent directement par WhatsApp. Donc on peut voir aussi la qualité de prestation d'un prestataire. Et justement, quand un prestataire commence à être un peu moins apprécié, on va dire, là, ça nous arrive des fois de décider d'arrêter de travailler avec ce prestataire parce que c'est notre promesse aussi, c'est de proposer les meilleures activités qu'on retrouve en Martinique. Donc il faut que ça suive. Est-ce qu'on ne perd pas un peu en authenticité d'expérience quand on centralise tout sur Internet, quand on prépare toutes ces vacances sur Internet? Est-ce que typiquement des découvertes faites de façon inopinée ne sont pas le charme justement du tourisme? Est-ce qu'il n'y a pas ce côté un peu biaisé par rapport au web? C'est vrai que oui, plus c'est visible. Est-ce que plus c'est visible, moins c'est authentique? Je ne suis pas sûr. Mais la réalité, c'est surtout que l'important, c'est de pouvoir mettre en lumière ces activités-là, quoi. Donc, je préfère à la limite avoir une activité qui est authentique et qui sera visible plutôt que en fait, personne ne puisse connaître son existence et personne ne puisse en profiter. Après, notre objectif à nous aussi, c'est là où on travaille sur les prochains mois, c'est de pouvoir permettre aux professionnels de pouvoir se concentrer eux-mêmes sur délivrer l'expérience et non pas toute la partie SAV, gestion relation client qu'il y a. Parce qu'en effet, c'est vrai que plus on a de clients, et en plus c'est des petites entreprises, plus ça devient difficile de délivrer aussi une bonne expérience parce qu'il y a plein de choses à gérer. Donc voilà, on essaie de les accompagner là-dessus. Alors, je vais continuer toujours sur cette partie utilisateur, donc les touristes en général. Et ma question est la suivante. Comment, quand on est utilisateur, on se retrouve dans tous ces sites, toute cette paperasse, on va dire, digitale, comment on fait justement pour préparer ses vacances de façon organisée et surtout simple et efficace sur le web? Alors, il faut prendre des notes. Moi, je parlais de moi, comment je fais. C'est vrai que quand je prépare un voyage, par exemple, là, j'en prépare un pour aller en Thaïlande. Quand je prépare un voyage, typiquement, je prends des notes, je fais un tableau et je fais des comparatifs. Et moi, je vais vraiment plusieurs fois, je me mets des alertes pour voir si les tarifs évoluent. Et en fait, c'est vraiment comparer. Et c'est vrai que de nos jours, il y a de plus en plus d'informations. Pour moi, il y a des plateformes qui se veulent généralistes, comme par exemple TripAdvisor, qui, je trouve, sont trop complètes. On a du mal à retrouver vraiment les différentes informations qu'on cherche. Et donc voilà, vraiment le but, c'est de retourner Internet. C'est peut-être pas forcément évident pour certains, mais les informations sont présentes. Il suffit de prendre des notes et puis de se souvenir où sont les choses qui nous ont plu. Et puis ensuite, une fois qu'on a pris une décision, on y retourne et on agit, quoi. Mais justement, toi qui as ce retour, ce feedback de se mélanger, d'avoir un petit peu trop d'informations, est-ce que justement dans ton design, dans ton expérience utilisateur, tu as pris ça en compte pour éviter justement que le client ne se perde en arrivant sur Tourcrib? C'est ça. Dans le développement d'une entreprise, ça a du sens justement de pouvoir élargir son champ de compétences et donc
on s'est posé la question, est-ce qu'on ne devrait pas faire de l'hébergement, de la location de voitures ou de la restauration, proposer vraiment toutes ces informations-là en un seul endroit. Pour l'instant, on ne décide pas de le faire parce qu'en effet, on a peur de pouvoir brouiller un peu l'utilisateur. Et c'est vrai qu'il faut être vraiment bon pour pouvoir présenter toutes ces informations-là et ne pas brouiller l'une face à l'autre. Donc c'est vrai que nous, voilà, notre expérience utilisateur sur la plateforme se veut très très simple, très simple, et tout le monde doit pouvoir s'y retrouver. Et on capte vraiment, on fait des études pour voir que tout soit bien utilisé et que ça ait du sens. Mais voilà, typiquement, je pense que nous présentons juste des activités touristiques. Jusqu'à maintenant, j'ai vraiment pas de plainte de personnes qui comprennent mal. Et quand bien même on a juste très rapidement, quoi. Est-ce que les collectivités martiniquaises prennent justement ce virage aussi numérique pour aider et accompagner tous les travailleurs du domaine touristique dans cette transition numérique? À mon avis, oui. Déjà, nous, on en est l'exemple pur parce qu'en fait, on a remporté un appel à projet qui a été organisé par la CTM. Donc, on a été lauréat de cet appel à projet. Et après, pour les professionnels qui ont pu en profiter, il y a eu une initiative, en tout cas une subvention, qui a duré quelque chose comme 2 ans et quelques, pendant la période Covid en plus, qui était Ballon Digital, qui en fait subventionnait les entreprises à hauteur de 10 000 € pour des investissements dans le numérique, dans le digital. Et ça, clairement, franchement, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui en ont profité. Donc, la réponse pour moi, elle est oui, que la collectivité agit dans le bon sens. Alors, je l'ai dit en début d'émission, le carnaval est passé. On a vu énormément de touristes, en tout cas plus que d'habitude, sûrement dû à la crise Covid. Je pense qu'ailleurs, notre carnaval a suscité beaucoup d'envie. Est-ce que tu penses que plus ça va aller et plus justement ces outils numériques vont favoriser l'arrivée massive de touristes dans nos événements culturels et autres de ce genre? Je pense que oui. Déjà, il y a les croisières qui ont repris. Il faut savoir aussi que le carnaval cette année était mieux organisé que l'année dernière parce que l'année dernière, c'était un peu plus last minute en fait. Ils l'ont fait organiser un peu la dernière minute. Donc, j'ai senti vraiment, moi, en arrivant pour me garer au carnaval, j'ai senti vraiment qu'il y avait quand même bien plus de monde. Après, est-ce que ça va se développer? Oui, forcément, ça va se développer. Et je discutais de ça il n'y a pas si longtemps, mais pour moi, je pense qu'il faut vouloir avoir plus de touristes. Mais il ne faut pas non plus chercher à avoir une masse incroyable parce qu'il faut pouvoir maîtriser cette masse. Et c'est vrai que j'ai pu voyager au Mexique, à Tulum, etc. Et là-bas, en fait, il y a énormément de touristes. Et en fait, le territoire local n'appartient plus forcément aux locaux. Ça devient vraiment une destination touristique. Et ça, moi, je suis un peu mitigé sur cette chose-là. Ça gâche... J'aurais du mal à voir... Tout comme Tulum, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment très, très, très touristique et j'aurais du mal à voir la Martinique comme ça. Je pense que ce serait un échec. Vraiment, parce qu'il y a certaines destinations qui sont très, très touristiques et ça devient incontrôlable. Et je pense qu'en Martinique, jusqu'à maintenant, c'est contrôlé, je pense. Et il faudrait quand même maîtriser cet afflux de touristes. Donc il faut pouvoir, et là, c'est le rôle des collectivités, des politiques, etc., de pouvoir tout mettre en place et de pouvoir tout cadrer. Mais avoir beaucoup de touristes, c'est bien, mais il y a aussi beaucoup de désavantages, je pense. Alors, Robin, pour conclure cette partie décryptage, j'aimerais juste que tu donnes une petite astuce ou un conseil à un professionnel du tourisme qui souhaiterait justement se numériser ou en tout cas entamer une transition numérique. Yes. Alors pour moi, la chose que je vois qui en fait pêche encore de nos jours, mais ça commence à être de plus en plus présent, c'est vraiment la présence sur Google. Parce que Google, c'est vraiment indispensable. Et je parle de Google, mais aussi surtout de Google My Business, où il faut avoir une fiche, où on présente son entreprise, on met des photos, on répond aux avis clients. Ça, c'est super important. Parce que, voilà, encore une fois, les gens vérifient sur Internet, justement, la popularité, en tout cas, les avis des précédents clients que vous avez eus. Donc, ça, c'est vraiment le B à bas. Et puis après, oui, voilà, avoir un site Internet, avoir des réseaux sociaux, tout ça, ça coule de source, quoi. Bon, du coup, vous l'avez compris, on vous a donné quelques petits conseils. Si vous évoluez dans le domaine du tourisme, voilà, pensez aux avis clients, ce sera la clé, en tout cas pour un démarrage sur le numérique. Merci beaucoup, Robin, pour tes explications. Et sans plus attendre, on va passer à ta partie portrait, voir qui tu es, d'où tu viens, voilà, d'où est venu ton trip. C'est parti pour le passage portrait.
Robin Siméon, tu es le fondateur de Tourcrib, donc une plateforme de réservation d'activités touristiques en Martinique. Mais avant d'entamer le vif du sujet, de voir d'où est venu Tourcrib, moi j'ai envie de savoir ton parcours, d'où est venue cette femme entrepreneuriale et puis tes petites péripéties en tant qu'entrepreneur. Mais déjà, on va revenir au début. Tout nous vient d'où? Alors moi, je viens de Shellshare. Je suis né à Fort-de-France, mais j'ai vécu quasiment toute ma vie à Shellshare. Et donc du coup, mon parcours, c'est quoi? Moi, j'ai fait l'école à Anse-Madame. Ensuite, je suis passé au collège Terville, proche de chez moi. Et ensuite, j'ai fait Bellevue, lycée Bellevue, où j'ai fait un parcours scientifique. Et ensuite, je suis parti à Montréal. Donc vraiment, pour donner les grandes lignes, je suis parti à Montréal pour étudier dans l'informatique et le génie logiciel. Donc un peu, pour le résumer, un peu ingénieur logiciel. Sauf que j'ai arrêté au bout de 2 ans, parce que les mathématiques, ça me saoulait. Et d'autres choses, et puis le froid aussi, parce qu'à Montréal, il fait très froid. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancé à mon compte en tant que développeur. En fait, mon expertise initiale, c'est plus la création de sites internet, vraiment pour des entreprises. Et à un moment donné, j'ai lancé Tourcrib. Mais justement, d'où t'es venue cette passion pour le développement? Parce que c'est quelque chose d'assez archaïque, n'est-ce pas, Anthony? Voilà, le développement web, c'est assez costaud. D'où ça t'est venu, cette passion? Et à quel moment tu t'es dit, je vais développer déjà pour des clients et ensuite, je suis en mesure de développer une solution qui m'appartient? D'où ça t'est venu, ça? Moi, c'est venu assez tôt. J'avais 14 ans à l'époque. Il y avait un livre sur la bibliothèque de mon père qui s'appelait « Les sites web pour les nuls ». Et donc du coup, c'est à ce moment-là que j'ai découvert justement la création de sites internet. Sauf qu'à cette époque-là, en fait, beaucoup de sites étaient créés plutôt avec des logiciels ou un peu le no-code qu'on connaît d'aujourd'hui, là où en fait on utilise sa souris, on peut faire quasiment tout un site sans faire une seule ligne de code. Et étant très curieux de nature, j'ai voulu comprendre, ok, on peut utiliser la souris, mais qu'est-ce qui se passe derrière en fait? Et donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert la programmation et c'est à ce moment-là que je me suis lancé. Mais ça faisait très longtemps, depuis très jeune que je savais que je voulais être dans l'informatique ou le numérique ou tout ce qui était ingénieur, ce genre de choses, quoi. Et du coup, être codeur, comment on te voit, comment on te perçoit, et comment les gens réagissent à ça? Est-ce que pour eux c'est un vrai métier? Enfin voilà. Vrai métier, je pense que oui. Après, c'est vrai que c'est très peu connu dans mon entourage, surtout en Martinique. Il n'y a pas énormément de formation en Martinique, justement sur tout ce qui est programmation. Donc ça arrive, je crois qu'il y a le CFA numérique justement qui forme à ces métiers-là. Mais je dirais que c'est assez, de nos jours, c'est assez bien vu parce que en fait c'est inratable, on entend parler de partout, avec tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Donc c'est assez démocratisé. C'est vrai que quand j'étais plus jeune et que je m'y intéressais, j'étais vu plus peut-être comme un nerd ou un geek. Mais de nos jours, bon, voilà, ça dérange plus trop. On est plus vieux. Et tu l'as vécu comment quand tu étais plus jeune, d'être vu comme un nerd, un petit geek? Je pense que je m'en foutais un peu, la vérité. Je pense que je m'en foutais parce que j'aimais ça et au final, j'aime bien être différent. Moi. Ça ne me dérange pas d'être différent, donc au final, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Alors, Anthony ne t'a pas posé la question, parce que du coup, tu as un parcours en dehors de la Martinique et ensuite tu es revenu. Ouais. Alors, la question typique d'Anthony, du coup, tu reviens en Martinique, tu as l'ambition en tout cas de créer des choses sur l'aspect digital en Martinique. Comment tu es reçu, comment tu es perçu par la population? Voilà, ta famille, ton entourage, tes proches. Voilà. Comment on m'accepte? Alors, je sais pas, la question me parle pas parce que j'ai pas vraiment eu de retour particulier. Je ne sais pas si tu peux préciser peut-être le truc. Non, en fait, l'ambiance que tu as dit que tu étais au Canada, voilà, on sait que on est très start-up là-bas, on est très entrepreneur. Tu reviens ici, on est encore dans un schéma où voilà, on est encore un peu dans le métro boulot dodo. L'entrepreneuriat est quand même pas bien vu. Voilà, il n'y a que maintenant que l'entrepreneuriat commence à grimper en Martinique et que des jeunes comme nous sommes acceptés. Mais à l'époque, comment les gens je t'avoue que j'ai pas vraiment ce genre de retour. C'est vrai que moi, je suis rentré il y a peut-être 2 ans, donc je pense qu'il y a 2 ans, c'était déjà un peu dans une bonne dynamique. Mais honnêtement, il y a des initiatives. Par exemple, nous, on est présent au village Baïséa, qui se situe à Fort-de-France, juste à côté de la CCI. Et justement, la dynamique est bonne. C'est vraiment une dynamique entrepreneuriat, start-up, etc. Donc, dès que je suis rentré, en fait, j'ai quasiment tout de suite été dans cet écosystème. Donc, honnêtement, j'ai pas vraiment ressenti ce schéma de pression peut-être qu'il y a eu pour certains à l'époque. Mais de nos jours, je dirais que c'est assez bien structuré. Puis, en fait, c'est assez populaire, quoi. Donc,
Ça se passe bien. On en profite pour faire un petit clin d'œil à nos amis du village s'ils nous écoutent. D'ailleurs, ça fait plaisir d'entendre ça. Je crois que tu es l'une des premières, si ce n'est la première personne, à nous dire justement qu'en sortant d'un schéma là-bas et qui revient en Martinique, mais on est tout de suite dans le moule. Ça fait plaisir. J'espère que ça va encourager d'autres mouvements. Pas du tout le même avis. Oui, bon, nous, ça a été... nous, c'est pas le sujet, malheureusement. Mais effectivement, ça fait plaisir d'entendre que, du coup, toi, tu n'as pas vu de décalage par rapport à ce qui se passait ailleurs. On a souvent tendance à dire... Si, il y a quand même un décalage. C'est vrai qu'on n'est pas... après, forcément, hein, c'est un peu... Ça se retrouve un peu dans tous les domaines en Martinique, on va dire, en général. Mais c'est vrai qu'on n'est pas au niveau de ce qui on n'est pas au niveau de ce qui peut se passer à Paris, pardon, mais à Paris et puis à d'autres villes. Mais je dirais que pour le niveau local Martinique, parce qu'on reste quand même très petite île, hein, donc il ne faut pas non plus se comparer à des villes de millions d'habitants. Mais je dirais que moi, je trouve que c'est relativement correct. Ça va surtout dans la bonne direction, quoi. C'est ça le principal, donc voilà. Donc on va faire une petite transition maintenant sur ton crib. Je crois que ça va s'afficher à l'écran dans un petit moment. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de ton crib, comment cette idée t'est venue et tes péripéties pour monter le projet? Yes, c'est pas ton crib ça. Ah, en régie, je crois qu'on s'est trompé. Si on peut nous donner l'image de ton crib, bon, on va faire les changements dans un petit moment. Mais est-ce que tu peux nous expliquer justement comment ça t'est venu, comment c'est né et toutes les péripéties liées à la création? Comment c'est venu? En fait, nous, initialement, l'idée, en fait, c'est à la naissance d'Airbnb. Enfin, moi, quand j'étais jeune, vers l'âge de 14 ans, j'ai découvert la programmation. Mais ce métier-là aussi donne, je pense, une ouverture d'esprit qui se dit qu'on peut créer des entreprises, on peut créer des produits. Et à l'époque, je notais sur mon ordinateur, en fait, des idées. J'avais un dossier idées. Et quand Airbnb est sorti, j'en ai profité assez tôt de pouvoir loger chez l'habitant. Et une fois, j'étais allé à Cape Town, chez l'habitant justement, et on logeait vraiment, c'était pas une maison où tu avais la maison entière, c'était vraiment une chambre chez l'habitant, c'était des grands-parents, etc. Et ils nous ont fait découvrir la ville pendant 2-3 jours et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Donc l'idée initiale de ton crib, c'était de permettre aux locaux qui habitent par exemple en Martinique ou dans une destination donnée, de pouvoir leur permettre d'accueillir des touristes et des Martiniquais aussi, pour leur faire partager leur passion. Donc ça, c'est vraiment l'idée initiale. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même s'assurer qu'il y ait des assurances pour ces clients qui allaient profiter d'une activité qui, des fois, c'est des activités en bateau, des activités à risque. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est un peu plus tourné vers les professionnels, mais on est toujours dans une dynamique de trouver les petites activités authentiques de la Martinique, quoi. Est-ce que tu as galéré justement pour monter ce projet encore plus du coup en Martinique? On sait que c'est pas forcément... Oui, alors, mais c'est le propre même de l'entrepreneur, c'est la réalité. C'est ce que je veux Check One justement, c'est montrer la réalité des entrepreneurs. Et malheureusement, on a beaucoup de galères. On a du succès, mais ça passe par des galères. Donc est-ce que tu peux nous raconter les petites péripéties que tu as dû affronter pour justement mener à bien ce projet? Je dirais la galère déjà, c'est un peu le lobby local, mais bon, après ça, je pense que c'est présent un peu partout, hein. On a subi un peu du lobby par rapport à l'appel à projet qu'on a remporté, ce genre de choses. Mais bon, ça, on n'a pas forcément fait attention, on a continué notre chemin parce que de toute façon, ce n'était pas le but de s'attarder sur ces choses-là. Et puis la chose qui a vraiment pris du temps, c'était... Mais bon, ça, c'est aussi lié au Covid, hein. Malheureusement, nous, on s'est lancé entre le premier et le second confinement. Mais l'ouverture de l'entreprise, elle a pris genre quelque chose comme 6 mois parce que le greffe était fermé. Enfin, tout ce qui est démarche publique, en général en France et je pense ailleurs, c'est très très long. Mais je pense qu'en Martinique, c'est davantage long. Surtout que c'est pas encore forcément totalement digital. Petit à petit, ça se fait, mais c'est un peu bancal. Donc voilà, c'est plus de l'ordre des démarches dans les organismes publics. C'est ça qui a vraiment été difficile. Après, pour le reste, franchement, nous, on est très débrouillards. Donc on a fait ce qu'il y avait à faire et puis ça s'est bien déroulé. D'accord. Mais justement, tu parles du lobby. Je vais peut-être poser une question qui est assez délicate. Ouais. Voilà. Est-ce que pour toi, les lobbies, quels qu'ils soient, bloquent l'économie ou bloquent les petits entrepreneurs à l'heure actuelle? Ou est-ce qu'ils sont juste dans leur secteur et ils sont favorables pour certains viviers? On va dire ça comme ça. Je pense que c'est partie intégrante de l'entrepreneuriat et du business et du commerce en général, hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est partie intégrante, donc il faut composer avec. Est-ce que c'est bon? Forcément, non. Pour moi, à mon avis, hein, parce qu'il faut donner sa chance à tout le monde, je pense. Mais dans la mentalité entrepreneuriale,
entrepreneurial, pardon, il faut se dire qu'il y aura du lobby, il y aura de la jalousie, et il ne faut pas s'arrêter à ça, quoi. Typiquement, tout le monde, je pense, plus ou moins passe par là, et il faut être vraiment suffisamment tenace et résilient pour continuer à passer outre, et surtout au début, ne pas du tout accorder de temps à ces choses-là, quoi. Quelles sont tes ambitions pour Autocrib à terme? Est-ce que tu veux l'expatrier, que ça devienne une solution interplanétaire comme peut l'être Airbnb, Booking, etc., même si ce n'est pas du tout le même secteur d'activité, ou tu as envie de le garder un petit peu local pour un petit moment, voilà, on le développe, voilà, Autocrib Martinique. Surtout qu'au niveau des brain assets, en fait, de tes visuels, on voit le rocher du diamant, on voit que c'est très martinique. Du coup. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu souhaiterais faire à long terme de ton Non, l'idée c'est de développer. L'idée c'est de développer, ouvrir des nouvelles destinations, donc dans la logique, la Guadeloupe. Mais en fait, j'ai pu voyager aussi au Maroc, et quand je voyage, j'en profite justement pour prendre des informations sur mon domaine de prédilection, enfin en tout cas le tourisme et les activités touristiques avec Tourcrib. Et c'est vrai qu'au Maroc et dans les destinations un peu Maroc, Mexique, Thaïlande, etc. Il y a aussi ces besoins parce que les gros acteurs ne sont pas forcément toujours, ne priorisent pas forcément toujours ces destinations-là. Donc je pense qu'il y a un marché à prendre. Et donc oui, l'ambition c'est de se développer bon voilà, ça va prendre le temps qu'il faut, mais c'est vraiment notre ambition, c'est de pouvoir déployer ça sur d'autres destinations. Alors Robin, on va pas tarder à toucher à la fin. Rapidement, bon, tu connais déjà un petit peu l'émission. Moi, j'aimerais que tu donnes un conseil à un jeune entrepreneur qui démarre de zéro. Et du coup, il vient te voir, il te demande un conseil pour démarrer, pour se lancer. Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors moi, j'ai déjà un petit conseil, vraiment un conseil important, et un truc bateau, mais qu'on répète tout le temps, mais qui est vraiment, vraiment, vraiment important, parce qu'à mon avis, ça donne vraiment une longueur d'avance. C'est de maîtriser l'anglais. Ça, l'anglais, il faut s'y mettre le plus tôt possible. De nos jours, c'est pas compliqué en fait de se mettre à l'anglais. Il y a des vidéos sur YouTube. Enfin, il suffit de trouver un sujet qui nous intéresse et en fait, on est pris dedans. Et même si on comprend pas forcément, petit à petit, on va se forger un vocabulaire. Donc ça, c'est une pratique. Et puis après, bon, c'est de se lancer, quoi. Une chose que je dis et que voilà, c'est que la vie n'est pas due, quoi. Donc si on a envie de faire des choses, il faut pouvoir le faire et non pas se dire qu'on n'a pas tenté, qu'on l'a pas fait. Donc encore une fois, ça aussi c'est un peu bateau, mais ça a vraiment du sens. Ça a vraiment du sens de ne pas rater des choses de la vie, parce que la vie peut être très courte des fois et il faut y aller, quoi. Mais pas que travailler, il faut aussi profiter de la vie. Il y en a qui aiment beaucoup travailler, mais profiter de la vie, c'est important. Comme le carnaval, par exemple. Comme le carnaval, voilà, il faut, tu vois, c'est 4 jours dans l'année, mais au moins pendant ces 4 jours-là, tu prends ton tu pied. déconnectes. C'est vrai que nous, on a ce problème-là de déconnecter, c'est assez compliqué, mais c'est très beau. Très beau, vaut mieux monter dans le train que ne jamais avoir pris le train. Exactement, c'est ça. Robin, merci pour ton passage, merci pour tes conseils. Franchement, c'était une super émission post-carnaval, vraiment, c'était super. Anthony, merci comme d'habitude, frérot. Tu sais. Moi, je vous dis à bientôt sur Zitata TV dans Check One pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.